BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où nous sommes à Meaux d'une manière un peu exceptionnelle. Et notre premier invité, évidemment, c'est le maire de Meaux, Jean-François Copé. Bonsoir ou bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si on est là, c'est pas pour parler de politique, on va parler d'hydrogène et de nouvelles énergies. Parce que vous organisez un grand colloque avec de nombreuses personnalités qu'on retrouve sur l'antenne de BFM Business. Il y a évidemment le ministre des Transports Clément Beaune qui a parlé ce matin, il y a Bruno Le Maire, il y a Guillaume Faury, il y a Augustin de Romanet, bref, de nombreuses personnalités. Ma question, c'est pourquoi parle-t-on ici à Meaux de hydrogène et de nouvelles énergies ? Tout simplement parce que les annonces à Paris, c'est très bien, mais il faut aussi que sur les territoires, on fasse aussi ce qu'on a à faire, on fasse notre devoir d'une certaine manière. Alors nous, on a une chance énorme ici, c'est que on est autour d'un très grand aéroport, un des plus grands du monde, qui est Roissy-Charles de Gaulle, et le Bourget à côté. Et donc on a décidé avec trois autres agglomérations, donc Roissy, Plaine et Mont-de-France, Pays de Lourdes, qui sont deux agglomérations plus petites. Donc au total, on a 500 000 habitants, de se retrouver tous ensemble pour créer une dynamique autour de l'aéroport sur les métiers de l'aéronautique, de l'avionique, de l'aéroportuaire. Et donc, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que dès qu'on parle de transport, on parle d'énergie. Et comme nous avons tous à nos places respectives besoin de de s'occuper du développement durable, très vite, on est venu à parler d'hydrogène, de nouveaux carburants propres. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce colloque aujourd'hui qui aura lieu tous les ans en partenariat avec Aéroports de Paris et France Hydrogène. Tous les ans, et c'est la première édition cette année, une sorte de rencontre d'ex sur les nouvelles énergies. Et ce sera une belle manière aussi de mettre sur la table les grands débats, les grands dossiers. Et je dois dire que tout le monde a répondu présent. On a des ministres, on a les présidents des grands groupes français et puis j'espère européens qui vont nous rejoindre. Et du coup, vous êtes le président de Roissy Meaux Métropole, Aéropole, il faut même dire. Vous êtes le président de la métropole d'ici, mais vous êtes aussi président donc de Roissy Meaux Aéropole. Vous avez focalisé ça quand même sur l'hydrogène. D'abord, qu'est-ce que ça va apporter à votre pays, à votre agglomération ? Écoutez, l'hydrogène, ça fascine tout le monde. Oui. C'est bien qu'il y ait une raison. Puisqu'en plus, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs de l'hydrogène. Voilà, il y a le blanc, il y a le vert, il y a le rouge, il y a le bleu. Vous avez toutes les couleurs et c'est très intéressant parce que quand on dit les couleurs, en réalité, on donne le degré de pollution. Bon, l'hydrogène gris, c'est celui qu'on fabrique avec toutes les énergies les plus polluantes, le gaz, le pétrole, le charbon. Et puis, vous avez l'hydrogène vert qui, lui, est fabriqué avec l'éolien, le solaire. Vous avez l'hydrogène qu'on fabrique avec du nucléaire. Et quand je vous parle de tout ça, je vous parle de la France, évidemment. Et donc, ça veut dire que sur ces sujets, nous, en France, nous avons une opportunité assez formidable et assez positive, enfin, de développer peut-être ce qui pourrait être à terme notre indépendance énergétique. C'est au niveau de Toulouse, puisque je parle de Guillaume Faury, qui est le président d'Airbus, mais aussi le président du GIFAS. Autour de Toulouse, on sait bien qu'il y a tout un secteur, il y a toute une dynamique très forte, autour de l'aviation. En fait, ce que vous voulez créer autour de Roissy, c'est une dynamique très forte autour de l'hydrogène. Mais est-ce que l'hydrogène et les nouvelles énergies. Et des nouvelles énergies. Ça veut dire que qu'est-ce que vous en attendez en termes d'infrastructures, en termes d'emploi aussi, de création d'emplois? Je pense que ça peut être une chance formidable de développement. Nous, sur nos territoires, c'est énorme autour de Roissy. En réalité, on a vocation à accueillir des entreprises qui sont dédiées à la recherche-développement, mais aussi à l'industrie. Et quand on voit les potentialités de l'hydrogène, parce qu'on en connaît les difficultés, les lourdeurs technologiques aujourd'hui, mais il faut voir les potentialités. Ça veut dire demain que c'est une vraie alternative à des carburants fossiles, c'est une alternative pour l'industrie, c'est une alternative aussi pour le stockage de l'électricité. Donc sur ces sujets, en réalité, ça répond à beaucoup de questions. Aujourd'hui, technologiquement, on a encore de gros obstacles, évidemment, mais il faut investir. Vous savez, moi, je compare ça, parce qu'on fait des grands choix stratégiques dans un pays. Je compare ça à ce qu'on a fait avec le nucléaire il y a 50 ans et ce qu'on n'a pas fait avec Internet il y a 30 ans. Vous voyez ? Et donc, sur ces sujets, je pense qu'on a des opportunités passionnantes. Alors, il y a la dimension
du rêve, comme pour reprendre l'expression ce matin de Clément Beaune. Cette dimension, elle est très importante parce que vous croyez, vous êtes prêt à prendre une voiture à hydrogène, un avion à hydrogène, Jean-François Copé? Mais il a raison, Clément Beaune, il a tout à fait raison. Et ce matin, ça a beaucoup marqué les esprits. Il y a beaucoup d'inscrits. On est près d'un millier, un peu plus d'un millier d'inscrits aujourd'hui, qui sont des professionnels qui sont venus pour participer à ce colloque. Bien sûr qu'il a raison. C'est une perspective. Dès lors qu'on parle d'avenir, forcément, on parle de rêve. Nous cherchons vraiment de manière très approfondie dans le monde entier comment nous débarrasser de ces énergies fossiles qui, à terme, mettent notre planète dans un danger immense. Nous avons avec l'hydrogène une vraie piste. Ce serait absurde de passer à côté. Et donc oui, c'est une perspective. Alors il y a des pays qui disent nous on va l'importer, on va pas le fabriquer. Nous on fait le choix inverse et je salue ce choix. Je pense que grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité, nous avons des opportunités de développer l'hydrogène. Mais concrètement, ça va se traduire comment? C'est ça que j'aimerais peut-être un peu approfondir avec vous, Jean-François Copé. Je sais pas, vous voulez l'installation d'usines, qu'est-ce que vous attendez? Parce que derrière, évidemment, il y a la question du financement. Non mais bien sûr, c'est évidemment l'installation d'usines, mais aussi de laboratoires de recherche, de partenariats avec Aéroports de Paris. Tout à l'heure, Augustin de Romanet, tout à l'heure, au titre d'Aéroports de Paris, va expliquer tout ce que sur la plateforme aéroportuaire est mis en place en termes d'expérimentation dans le domaine du transport. Très concrètement, demain, nous pourrons partout avoir des véhicules lourds, par exemple les bennes au ramassage des déchets, les poids lourds pourront fonctionner à l'hydrogène et ce sera un plus considérable. Nous avons déjà des bus à l'hydrogène. Tout ça doit progresser en termes de technologie. Mais on voit bien, quand on se projette sur 5 ou 10 ans, tout ce qui peut être fait. Alors vous me dites l'avion. Tout à l'heure, le président d'Airbus, mais aussi le président de Safran, qui va être là également, va pouvoir en parler. Ils vont dire, sur BFM Business. Voilà, et ils participent à ce colloque. Ce sera évidemment l'occasion pour nous de les entendre nous parler d'avenir. Le président d'EDF va également venir tout à l'heure. Sa parole est très importante. Président de la Banque des Territoires, grande filiale de la Caisse des dépôts. Nous avons des acteurs mon invité juste après vous, qui sont en première ligne pour venir expliquer partout ce que nous sommes capables de déployer sur le territoire. C'est bien beau, vous avez été ministre du budget accessoirement, donc vous connaissez les histoires de grosses... Pas accessoirement. Non mais comment fait-on pour financer? Parce que il y a le plan relance 2030, il y a 7 milliards dans le cadre de la filière énergétique. Il y a de l'argent, mais je veux dire, c'est 600 milliards. Enfin, c'est des sommes absolument considérables. Bien sûr. Bon, donc, d'abord, qu'est-ce que vous apportez, d'abord en tant que collectivité locale? Qu'est-ce que vous attendez de plus de la part du gouvernement? Et est-ce que la France a les moyens? Et qu'est-ce que vous attendez aussi avec la dimension européenne? Parce qu'il a un peu taclé tout à l'heure, Clément Beaune, justement l'Europe. Edwige, je commence par là. L'Europe a lancé 2 programmes avec, pour 2030, un objectif de montée en puissance remarquable sur l'hydrogène. Il faut que la France s'inscrive dans tous les appels à projets pour essayer d'en récupérer un certain nombre. Au niveau national, Emmanuel Macron a fait... Oui, mais alors, restons sur le niveau, la dimension européenne, pardon. Parce que... on était premier dans tout ce qui est justement nouvelles technologies, énergie, décarbonation des transports. Et puis est arrivé Joe Biden, les Américains avec leur IRA. Et puis ils sont passés devant, ils sont devenus les champions. Eh bien, c'est la raison pour laquelle... Alors, est-ce que vous appelez à ça? Mais c'est exactement la raison pour laquelle l'Europe est en train de bouger, je le vois bien. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est toujours lourde. Elle est toujours beaucoup plus lourde que les États-Unis, on le sait. Bon, mais pour autant, ça se met en place. Et puis, il faut que les pays soient moteurs. Alors, de ce point de vue, je suis quand même très heureux de vous dire que la France, après avoir été partie sur des pistes folles de démantèlement du nucléaire, a remis en marche notre appareil dans l'indépendance nucléaire, et puis d'autre part, va, avec l'hydrogène, provoquer une nouvelle dynamique. Et donc, ces investissements-là, ils seront publics, mais ils seront aussi privés. Parce que, évidemment, que le public ne peut pas tout faire loin s'en faut. Il faut que le privé s'engage, et ça commence à être quand même le cas. Regardez les annonces du président d'Airbus. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe sur les transports, et accessoirement, donc, les autoroutes, mais surtout... les aéroports de Roissy, parce que ça va être les plus touchés. Écoutez, en tout cas, les gros aéroports parisiens. Le problème, c'est qu'elle arrive au plus mauvais moment. Quand vous voyez le renchérissement du coût des billets d'avion, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a un moment où on va avoir du mal à tout faire. Donc, il va falloir que le ministre des Transports, il l'a d'ailleurs un peu dit ce matin, déploie une énergie pédagogique importante pour bien rassurer sur le fait que cet argent sera bien utilisé. Parce que sinon, ça risque de provoquer de sacrés remous dans une industrie qui est quand même très challengée.
challenger. Et vous êtes favorable ou pas? Écoutez, je suis Ah, favorable. dites oui ou non, attendez. Je suis favorable. Vous savez, dans ce domaine-là, on n'est jamais favorable à des augmentations de taxes, surtout quand on n'est pas certain que l'argent sera mis au bon endroit. Moi, j'ai passé tout mon temps à militer pour qu'on les baisse, les taxes, plutôt qu'on les augmente. Simplement, le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui des finances publiques qui ne sont plus tenues. Et on voit bien que l'État n'est pas en situation de financer, malheureusement, parce que tout croule sous les budgets sociaux, sous des dépenses absolument folles qui n'ont aucun sens et qui malheureusement sont tout le discours national qu'avec un certain nombre je tiens pour dire attention, on ne peut pas dire oui à tout le temps. Mais là, c'est sur de l'infrastructure. Que demandez-vous précisément aux ministres qui sont là? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous attendez, notamment pour Meaux, dont vous êtes la ville? Non, mais pour Meaux, moi, ce que nous souhaitons, nous, on développe notre territoire. Vous savez, on n'attend pas grand-chose. Territoire de Meaux, on se débrouille. Notre objectif de Meaux à Roissy, il est de créer les conditions pour que les entreprises se développent et pour qu'on arrive à le faire. C'est quoi ces conditions? Qu'est-ce que vous demandez? Ces conditions, ça, c'est à nous d'organiser notre territoire et on y travaille en libérant du foncier autant qu'on peut le faire. Voilà, c'était le sens de ma question. Bien entendu. Et vous en avez libéré du foncier? Écoutez, parce que si vous me dites que c'est dans 3 ans, ça sera déjà trop tard. Non, mais bien sûr. Mais enfin, tout ça est déjà programmé largement. Après, nous devons tenir compte de toutes les lois qui nous tombent dessus, de ces normes, que ce soit sur l'artificialisation, que ce soit sur les impôts qu'on nous enlève. Tous ces sujets-là, il faut qu'on les gère. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire. Et donc, moi, je continue de développer, de me battre pour ça avec tous mes collègues et amis. Nous travaillons ensemble sur l'ensemble de ce territoire parce que c'est l'avenir. Et quand on est maire, quand on est président d'une agglo, on ne pense qu'à une seule chose, c'est réduire le temps de transport entre le logement et le travail. Et avec le développement que nous mettons en place, ce sera évidemment très important. À votre niveau, puisque vous êtes une collectivité locale, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour le développement, pour la décarbonation des transports de Meaux, des transports Meldois? Qu'est-ce que vous mettez déjà sur la table en termes de décarbonation? Tout ce qui concerne le développement durable en général, c'est notre priorité numéro 1 avec la sécurité. Et vous en êtes Donc où? qu'est-ce qu'on fait? On va parler de sécurité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On a le parc photovoltaïque le plus important d'Île-de-France, ici à Meaux. On a de la géothermie et de la cogénération pour tous les bâtiments publics et les logements sociaux. Nous avons par ailleurs évidemment développé les bus au GNV. Nous allons passer à l'hydrogène partout où nous le pouvons avec nos prestataires. On est là-dessus extrêmement engagé évidemment. Et puis il faut faire de la formation et donc on installe à Meaux avec Valérie Pécresse le lycée Pierre de Coubertin qui va devenir le lycée numéro 1 en Île-de-France dédié aux formations de l'aéronautique et des énergies nouvelles. Est-ce que vous avez acquiescé, applaudi? Est-ce que vous regrettez le fait que la CVAE, en fait, ne soit pas supprimée d'un seul coup, comme le réclamaient notamment les entreprises, mais soit décalée pour cause de dérapage public? Comme tout le monde, je le regrette, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça nous renvoie au point précédent. À partir du moment où il n'y a pas de vision claire sur la manière de réduire les dépenses publiques, dès lors qu'on ne l'assume pas, on ne pourra jamais y arriver. La grande difficulté, et Bruno Le Maire est assez courageux parce qu'il essaie de le dire urbi et orbi, mais malheureusement, il y a une espèce d'ambiance générale qui veut qu'on préfère sauver le journal de 20 heures à la télévision en annonçant une nouvelle dépense plutôt que de comprendre qu'il y a un travail énorme à faire d'économie structurelle. Donc on n'a plus assez d'argent pour investir à cause de ça. Le coût de la fonction publique, on rajoute encore des rémunérations supplémentaires, le coût d'une politique sociale que nous ne maîtrisons pas, qu'est-ce que vous voulez? À la fin de la journée, ça nous fait des comptes qui explosent. Mais par exemple, qu'est-ce que vous auriez fait sur ce budget 2024? Et moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse... Il est crédible pour vous, ce budget? Il est crédible. Il est à la hauteur des difficultés qu'on accumule et qu'on ne veut pas traiter. Donc, il est crédible. On verra bien. En termes d'économie, puisque paraît-il, il y a des économies. Non, mais vous savez, moi, je vais vous dire. Pour avoir été ministre du budget, les économies, c'est pas ça. C'est pas des bouts de chandelle. Les économies, c'est des économies structurelles. Voilà. C'est-à-dire que ça rapporte pas tout de suite, mais sur la durée, ça rapporte. Je vous prends un exemple. La fonction publique. Tant qu'on n'aura pas fini avec l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, ça veut dire qu'on continuera d'avoir une gestion extraordinairement lourde de la masse salariale pour l'État. C'est des centaines de millions d'euros par an qui doivent être économisés. Dans le modèle social, on sait tous qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on doit faire des économies, on ne les fait pas. Sur quoi? Par exemple, sur le modèle social, parce que là, justement, avec la conférence des bas salaires hier, on est plutôt sur le fait qu'il faut augmenter les bas salaires. Vous, qu'est-ce que... Mais tant qu'on continuera avec avoir un modèle social qui, sur les branches retraite, santé
famille n'est pas réorganisée, on n'y arrivera jamais. Nous avons des budgets sociaux aujourd'hui qui ne sont pas maîtrisés. On le sait très bien. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à donner plus de rigueur à tout cela, ça n'avancera pas. Il y a un autre point aussi, ça sera peut-être notre dernier échange, Jean-François Copé, c'est la question du logement d'abord. Est-ce que ici, à Meaux, dans l'agglomération bien sûr, est-ce que vous avez des problèmes de logement et comment faites-vous pour régler cette problématique? Edwige Chevrillon, la crise du logement est une catastrophe. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne se mobilisent pas plus sur ces sujets. C'est un point absolument majeur avec des multifacteurs qui vont mettre au tapis un nombre d'entreprises considérable. Donc moi je suis très inquiet parce que les gens en Ile-de-France ont un mal fou à trouver des prêts pour se loger. Les réservations du coup n'arrivent plus, les constructions ne se font plus, le prix du foncier ne baisse pas, les banques ne prêtent pas. Donc le pire est à venir. Et donc moi je pense que sur ce sujet, il y a une urgence absolue à se mobiliser. Et à faire quoi? Comment? Libérer du foncier, c'est ce que vous faites en tant que maire de Meaux, par exemple? Un, il faut libérer du foncier. Deux, il faut remettre en place des facilités d'accès au crédit. Les conditions sont beaucoup trop exigeantes. Des ménages entiers ne peuvent pas aujourd'hui accéder au crédit. Et enfin, que tout ça se fasse dans un cadre plus souple en termes de réglementation. Nous avons accumulé les contraintes et nous voyons aujourd'hui un secteur qui est terriblement menacé. Oui. Et donc ça vous inquiète? La situation de la France, parler de sécurité, on va quand même en dire un mot, même si évidemment ici on parle d'autre chose. La situation vous paraît quand même extrêmement sensible? Bon, écoutez, je crois que c'est une banalité que de le dire. Oui, le véritable point aujourd'hui en matière de sécurité, c'est une reprise en main complète. Mais si on veut une reprise en main complète, il faut des lois. Si on veut des lois, il faut une majorité. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité et l'exécutif n'a pas l'air de se bouger beaucoup pour la proposer. Donc le vrai point, c'est qu'il faut maintenant une politique en matière de sécurité qui, pardon de le dire, soit une politique de droite, c'est-à-dire de rigueur, de fermeté, avec des moyens et des dispositions pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour les voter et donc on est en vulnérabilité maximum, d'abord parce que l'autorité politique est fragile alors qu'elle devrait être très forte dans cette période. Merci beaucoup Jean-François Copé qui renvoie tout le monde un peu dos à dos sur la question justement de sécurité. Merci, on vous rend à vos invités. Merci.